Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de votre Politicia. Alors la dernière escale, c'est la Guinée-Bissau. Le pays lusophone est sous haute tension depuis que le président José Mario Vaz a nommé Bassirou Dia au poste de Premier ministre. C'était le jeudi 26 mai au soir. Eh bien la situation reste quelque peu incongrue avec des ministres démis qui refusent de quitter leurs fonctions et laisser leur place à leurs successeurs. Alors sans aucun doute, l'UMOA et la CEDEAO qui se réunissent ce week-end à Dakar vont parler de cette situation. Mais pour nous aider à comprendre les soubresauts de cette dernière crise en Guinée-Bissau, nous sommes en compagnie de M. Lourenço da Silva, qui est analyste politique. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Guinée-Bissau. Soyez le bienvenu. Merci Anne-Marie. Et nous sommes toujours en compagnie de M. Mohamed Ly, président du think tank IPOD. Merci Anne-Marie. Rebonjour. Rebonjour, disons. Alors tout de suite, un rappel des faits. Le président de la République de la Guinée-Bissau a renvoyé le 12 mai l'équipe gouvernementale de Carlos Correa. Alors le 26 mai, le même président a nommé Bassirou Dia Premier ministre. Mais le gouvernement de Correa, je viens de le dire, refuse de quitter ses fonctions et depuis retranché à Bissau dans ses bureaux. Je vous propose de revenir sur les griefs du PAIGC. Peuple de la Guinée-Bissau, le PAIGC doit trouver une solution de gouvernance. Nous sommes confrontés à une tentative de forcer la Constitution. C'est une nomination abusive, illégale et inconstitutionnelle. J'invite déjà les autres partis à nous proposer des noms pour le prochain Premier ministre. Alors, Monsieur Da Silva, la nomination de Bassirou Dia est-elle inconstitutionnelle ? C'est difficile à expliquer aujourd'hui. Parce que le président, cette fois-ci, semble avoir pris certaines précautions avant de nommer Bassirou Dia. Parce que la première fois, lorsque sa nomination a été jugée inconstitutionnelle, en 2015, c'est parce que le PAIGC n'avait pas reçu l'invitation du président à désigner une personne qu'il fallait nommer au poste de Premier ministre. Et cette fois-ci, il a pris le temps de faire toutes les démarches possibles avant de désigner Bassirou Dia. Selon ce qu'il a évoqué dans un communiqué divulgué par son porte-parole à la veille, c'est que le PAIGC n'avait pas présenté une solution qu'il leur avait demandée pendant plusieurs jours. Mais donc il a fallu qu'il fasse appel au PRS pour que le PRS, en tant que deuxième force politique du pays, lui aussi représenté au Parlement, lui présente une solution. Et on ne l'a pas entendu prononcer cela au communiqué qui a précédé la nomination de Bassirou Dia, mais aujourd'hui, on vit sous des arguments qui disent que parmi les solutions présentées par le PRS, le nom de Bassirou Dia semble avoir été l'une des personnes indiquées par cette deuxième force politique pour que le président le désigne comme. Mais c'est quand même une situation un petit peu particulière, puisque le PAIGC a perdu sa majorité parlementaire. Il y a eu des frondeurs au sein du PAIGC qui se sont alliés au PRS. Qu'est-ce qui se passe dans la classe politique ? C'est une situation qui remonte au congrès de Cacheo et que la direction du parti n'a pas réussi à gérer en temps pour ne pas retomber dans cette situation à laquelle le pays vit aujourd'hui. Parce que la plupart des députés frondeurs font partie de ceux qui avaient soutenu autrefois le candidat malheureux au congrès du PAIGC, en l'occurrence Brahima Camara, qui était l'adversaire direct de Domingos Simões Pereira. La deuxième chose, c'est que à la veille de la présentation de la politique du gouvernement de Carlos Correa, la direction du parti avait essayé de négocier un passage de la politique sans avoir des obstacles. Sauf que pendant les négociations, il y a eu des désaccords. Et les frondeurs, à l'époque, ce qu'ils avaient évoqué, c'est le fait que le parti ou le gouvernement n'avait pas respecté les étapes à suivre. Parce qu'il fallait, selon eux, que le programme du gouvernement soit présenté aux organes du parti, notamment le bureau politique et le comité central, ce qui n'a pas été fait. Et eux, ils ont dit que
tant que ces étapes ne sont pas respectées, eux, ils n'allaient pas voter en faveur du programme. Ce qui a entraîné le parti à se précipiter, à les renvoyer à une sanction qui est jugée sévère par la plupart des militants, comme aussi du peuple. Et aussi, la commission permanente de l'Assemblée, qui est dirigée par le président de l'Assemblée, en l'occurrence Cipriano Kassama, avait pris une décision qui, la Cour suprême vient de juger inconstitutionnelle en disant que vous n'aviez pas le pouvoir de destituer des députés du peuple par simple opinion. Parce que s'ils ne sont pas d'accord avec le parti ou avec la politique du gouvernement, ils sont quand même représentants du peuple. Monsieur Ly, vu de l'extérieur, quand même, la crise ou les crises politiques à répétition de la Guinée-Bissau, elles paraissent un petit peu étranges. Est-ce que finalement, la communauté internationale ne risque pas de perdre confiance en la Guinée-Bissau? C'est un des grands risques. Et je pense que tous les enfants de Bissau doivent aussi prendre ça en compte et agir en responsable politique. Je dirais même responsable entre eux. Les crises politiques, ça peut arriver dans une république comme la Guinée-Bissau. On a vraiment l'impression, en tout cas, d'avoir un sentiment de politique qui se chamaille. Oui. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a le sommet de la CEDEAO qui va s'ouvrir à Dakar. Et je pense que le président Macky Sall, en tant que président en exercice, pèsera de tout son poids pour essayer de régler cette situation de crise, qui ressemble beaucoup à une reconfiguration de représentativité politique. Parce qu'en réalité, quand j'ai bien vu, en Guinée-Bissau, comme la plupart des pays, c'est le chef du gouvernement qui gouverne. Et il gouverne à partir d'une majorité. Cette majorité-là, aujourd'hui, elle est mouvante. Elle est mouvante à cause de certains qui sont des frondeurs. Écho à la France, heureusement que les frondeurs sont disciplinés, et elle est mouvante à cause d'un conflit qui vient d'août 2015, quand le président a demandé à son premier Domingo Pereira de partir. Donc on a une vraie crise de leadership. C'est une crise assez classique, je dirais, dans certains pays. Je pense que c'est la classe politique de Guinée-Bissau qui doit vraiment prendre en compte que l'intérêt du peuple pour dépasser certains clivages et certains enjeux crypto-personnels dans le jeu politique pour effectivement stabiliser le pays, stabiliser ses institutions. Ce qui est très important, comme l'a dit Anne-Marie, c'est dans cette stabilité-là que la Guinée-Bissau peut continuer à être attrayante et à attirer des investissements. De fonds, en tout cas, qui froncent les sourcils, Olusegun Obasanjo, et dans la sous-région, avec tous les problèmes qu'on a avec le terrorisme, parce que ce sont nos voisins, nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, nous avons assez de problèmes pour effectivement, en tout cas nous les autres pays, travailler à nous passer d'un problème institutionnel en Guinée-Bissau qui pourrait aboutir à une crise politique et même sociale après. Monsieur Da Silva, on parle en tout cas de conflits au sein des classes politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'ego? Parce qu'on a finalement un président Vaz qui est quelque peu en distance avec la population. On avait en 2014 un Simon Pereira avec un caractère très trempé. Il est très aimé de la population. Est-ce que le président n'a pas eu peur de cette cote de popularité et l'a tout simplement évincé? Je pense que ça ne vient pas de là, puisque les deux hommes avaient chacun sa cote de popularité. Mais le président Vaz est moins populaire à l'international. Oui, à l'international, je dirais que c'est pas une question de popularité qui lui manque. C'est une question d'agenda. Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais défini son agenda de politique internationale. Ce qui fait que quand vous regardez bien la Guinée-Bissau dans le monde diplomatique, elle est quasiment inopérationnelle. Et ce rôle, Domingos Simões Pereira l'a heureusement joué pendant le temps qu'il était Premier ministre, parce qu'il a fait de la diplomatie économique notamment, avec l'organisation de la table ronde avec les bailleurs, et aussi à travers ses anciennes relations, puisqu'il a été secrétaire exécutif de la communauté des pays de langue portugaise pendant quelques années, avant de devenir Premier ministre. Mais le président n'a pas joué ce rôle depuis qu'il est au pouvoir, ce qui fait qu'il est quasiment méconnu de l'ensemble de la communauté internationale. En tout cas, maintenant, le PIGC appelle malgré la reconnaissance. C'est pour ça que je parle de manque d'agenda politique. Parce que
ce qui devait constituer son rôle primordial à la prise du pouvoir, c'était de redorer l'image de la Guinée-Bissau à travers une offensive diplomatique qui passerait par le changement des ambassadeurs et des différents diplomates dispersés un peu partout dans le monde. Excusez-moi de vous interrompre, le PAIGC mentionne notamment la possibilité, en tout cas il veut que se tiennent des élections anticipées. Je vous propose d'écouter la réaction du nouveau Premier ministre à cette proposition. Le président de la République l'a dit clairement. Il n'a aucune intention de dissoudre le Parlement. Tout d'abord parce que la Guinée-Bissau n'a pas les moyens financiers d'organiser de nouvelles élections. Il faut être conscient de ce fait. Nous dépendons financièrement de contributions étrangères et nous ne pouvons pas gaspiller à tort et à travers les contributions que l'on reçoit. Cette volonté de vouloir obtenir à tout prix une majorité parlementaire n'est pas logique, puisque nous ne pouvons pas dissoudre le Parlement. C'est une attitude qui s'inscrit dans une logique destructive et qui mène le pays au chaos. Monsieur Ly, la possibilité donc d'avoir des élections anticipées, est-ce que ça a un sens? Ça risque d'être la solution d'ailleurs, parce que ça remet une légitimité. Mais le pays, on l'a entendu, n'a pas les moyens financiers d'organiser de telles élections. On a toujours les moyens de faire vivre sa démocratie. C'est un coût, c'est pas un problème de dépenses. En principe, il faut avoir l'organisation, et je pense que la Guinée-Bissau a une organisation étatique efficace. Si la classe politique le décide pour clarifier effectivement le jeu politique, qu'on aille à une nouvelle légitimité de représentativité parlementaire. Monsieur Da Silva, les élections anticipées, est-ce que c'est important pour vous à l'heure actuelle? Non. Moi, je suis partisan de la concorde nationale qui passe par la mise en place d'un dialogue qui impliquerait tout le monde. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette opinion. Parce que c'est les mêmes acteurs politiques qu'on a aujourd'hui qu'on va avoir demain. C'est-à-dire c'est Domingos Simões Pereira qui sera président du PAIGC, qui va représenter le PAIGC. Du côté de Pérez, c'est les mêmes acteurs et les petits partis politiques qui aujourd'hui sont partagés entre les deux camps vont continuer à jouer le même rôle, y compris la société civile. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que chacun doit assumer sa responsabilité et savoir mettre au devant de la scène. Et dans un pays qui a quand même une histoire de nombreux coups d'État, l'armée n'est jamais loin, l'armée est sortie, elle protège la présidence en ce moment. La police, quant à elle, protège les ministres limogés. Est-ce qu'il y a un risque de tension? Est-ce qu'on peut aboutir à des violences? Les violences, je dirais non, mais pas à 100%, parce que les violences sont toujours fruits de la misère et de la famine. Le souci qu'il faut se faire aujourd'hui, c'est que jusqu'à quand le président, par exemple, va continuer à donner à manger à l'armée pour qu'il lui reste fidèle? Le narcotrafic dans tout ça? Ou ça? Jusqu'à quand la police va continuer à être nourrie par le gouvernement ou bien quelqu'un qui leur donne à manger. Et le narcotrafic dans tout ça? Sans compter le désordre qui fait que le grand banditisme, il n'y a pas que le narcotrafic, mais il y a aussi le terrorisme et autre chose qui affecte le pays en matière de sécurité. Donc il y a toutes ces questions qu'il faut prendre en compte. D'où l'intérêt pour les acteurs actuels, que ce soit le président de la République, celui du Parlement ou du PAIGC, de s'asseoir autour d'une table pour se dire, écoutez, il y a 2 ans, on était là pour solliciter la bienveillance du peuple afin de nous confier ses destinées pour les 4 prochaines années. On est à 2 ans, il faut faire quelque chose pour que ça change. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Da Silva. Merci beaucoup, Monsieur Ly. Moi, j'ai un sourire quand je vois qu'au Sénégal, il y a un dialogue qui est demandé dans tous les autres pays et que nous avons des opposants qui disent qu'on n'en a pas besoin. Nous sommes tous frères, on apprend des uns des autres. En tout cas, sommet de la CEDEAO, de l'UMOA à Dakar au Sénégal. On verra ce qui en ressortira au sujet notamment de la Guinée-Bissau. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau Politicien.